très heureux d'être ici. On a fait, je pense, au moins une conférence avec Guillaume. Je ne sais pas si Mina, ma collègue, est dans la salle, mais ça fait quelques conférences qu'on fait où on est seul dans cette salle avec une web diffusion. On sait qu'il y a des gens de l'autre côté qui regardent, mais je pense que c'est une première pour moi post-pandémie. C'est toujours plus agréable de vous voir en personne, surtout d'échanger. Et là, on a un cocktail après. On a des bouteilles de champagne à faire tirer. Donc, c'est fort plus agréable qu'une web diffusion. Et l'objectif, quand j'ai pensé à faire ce sommet ou cette conférence ou série de conférences, l'objectif, si vous êtes dans le monde municipal, et on l'est ici, mais du point de vue, essentiellement, en tout cas, les professionnels qui sont ici aujourd'hui, essentiellement du point de vue promoteur, propriétaire, contribuable, celui qui fait face à la réglementation municipale ou qui doit traverser les étapes de développement. Et dans le monde municipal ou de développement, il y a beaucoup de conférences, il y a beaucoup de choses qui sont organisées par les avocats de ville, les avocats qui représentent les villes, et très peu, selon nous, d'initiatives où c'est plutôt, on regarde les mêmes questions, mais du point de vue du contribuable ou du propriétaire. Donc, l'objectif de ce sommet, c'est de se concentrer sur ces enjeux-là du point de vue que celui qui doit passer à travers les processus. Donc, je pense que ça va être très plaisant de le faire et l'objectif, c'est d'année en année de regarder ce qui se passe dans l'actualité. Je pense que pour avoir fait et accompagné des développeurs depuis 5-10 ans, ce qui se passe maintenant, comment on peut développer un projet, par exemple, à Montréal, aujourd'hui en 2022, versus il y a 5-10 ans, il y a un monde de différence. Les étapes sont plus complexes, les enjeux sont multiples, il y a des écueils. De plus en plus, on se pose la question si on peut judiciariser ou non les débats. Donc, l'objectif du sommet, c'est de regarder ce qui se passe dans la jurisprudence. Donc, on va être assez classique pour la première conférence. Je pense que c'est une conférence assez usuelle d'avocats. Dans une deuxième conférence, par contre, on va adresser des enjeux d'actualité. Donc, ce ne sont pas toujours des enjeux qui sont où on a des décisions pour nous éclairer, mais on va explorer les sujets. Donc, sans plus tarder, en fait, Guillaume, tu pourrais peut-être rentrer dans le... On a essentiellement 3 conférences. Les 2 premières conférences qui sont en continu. Les 3 personnes ici vont vous présenter les éléments qu'on veut présenter. Puis il y a une 3e conférence dans un autre format où on a 2 experts invités. Donc, j'en vois une dans la salle. Je ne sais pas si l'autre est là ou non. Il est là au fond, déjà en train de boire un verre de vin. Mais donc, on aura un autre format pour terminer la journée. Et voilà. Donc, ça fera une variation intéressante. Guillaume, peut-être tu peux nous expliquer le déroulement de ces 3 conférences. Oui, bien certainement. Donc, peut-être plus davantage sur les 2 premières et la relation qu'elles ont entre elles. Alors, on a tenté de diviser les développements jurisprudentiels la dernière année en 5 grands thèmes. L'année 2022 et la fin de l'année 2021 ont véritablement été très riches en développement en droit municipal. On a vu un changement de cap des tribunaux et maintenant, après près de 14 mois de jurisprudence qu'on va regarder, on est capable de tracer une certaine ligne directrice puis être capable de tirer des leçons de ce qui ressort. Donc, en matière de thèmes qu'on va aborder dans les décisions récentes, on va traiter évidemment de l'expropriation déguisée qui a fait couler beaucoup d'encre dans la dernière année, des balises que les tribunaux ont mises en place pour l'interprétation des outils à caractère discrétionnaire, comme les PIA ou les dérogations mineures. On traitera également de la responsabilité municipale, peut-être un thème un peu plus ennuyeux, mais qui a été mis à l'avant-plan par la Cour d'appel dans une question de schéma de risque d'incendie, mais qui peut être appliqué dans toutes sortes d'autres domaines. On traitera de droits acquis avec les zones inondables, d'autant plus qu'on sait qu'il y a un régime transitoire qui est en place depuis le 1er mars 2022. Donc, comment on patauge là-dedans, comment on en sort. Et finalement, on traitera d'une tendance peut-être un peu plus préoccupante qu'on commence à voir, que certains d'entre vous, développeurs, avez-vous vu, c'est le refus de certaines municipalités locales ou même de paliers intermédiaires de se soumettre à des orientations régionales, dans l'attente de nouvelles orientations régionales peut-être plus favorables, mais à l'extérieur du cadre formel qui est prévu à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, les décisions, on va les passer une après les autres, mais on va tenter de faire des liens entre elles. Et dans la deuxième partie, bien, on a repris les meilleures questions du public parce que vous avez été généreux, vous avez écrit beaucoup dans vos formulaires d'inscription. Donc, on a retenu, je pense, 5 ou 6 questions qui nous permettront là, d'aller un peu plus loin puis de vous donner notre opinion et notre analyse sur les tendances qui s'en viennent pour la prochaine année. Si je ne me trompe pas, Guillaume, la deuxième conférence, les thématiques, c'est un peu une boucle sur les... Donc, on va avoir 5 thématiques pour la première conférence qui sont plutôt des... On catégorise les arrêts ou les décisions. Puis quand on revient dans la deuxième conférence, vous allez voir l'application pratique ou les enjeux
d'actualité en lien avec ce qu'on vient de voir dans la première conférence. Donc, il y a vraiment un processus continu entre les deux premières conférences. Et finalement, par la suite, on viendra avec nos 3 experts pour traiter des conséquences possibles d'une réforme de la loi sur l'expropriation. On en parle beaucoup. On a suivi, comme tout le monde, les développements qui ont été annoncés par le premier ministre lors du dernier colloque de l'Union des municipalités du Québec. Il y a beaucoup d'hypothèses qui se passent, mais c'est bien certain que plusieurs d'entre vous contrôlez ou avez investi dans des terrains d'importance. Certainement, vous voudrez savoir ce que impliquerait une réforme de la loi sur l'expropriation. Donc, avec nos experts, on va démystifier ce que ça voudrait dire, hein, autant au niveau de l'analyse de la valeur marchande, la valeur aux propriétaires, qu'est-ce que ça pourrait changer, comment le jeu changerait au tribunal administratif du Québec si on est forcé de prendre la situation telle qu'imposée par les municipalités, sachant tout le levier qu'elles ont pour déterminer le zonage qui affecte votre terrain. Oui, puis on parle ici, pour en faire une pratique continue, l'expropriation, il y a un désir de refonte. On ne veut pas que les gens cassent les verres pour ça, mais il y a un désir de refonte. Il y a une intention de refonte de la loi depuis des années. Moi, je sais qu'on a parlé avec le procureur général du Québec. On avait déjà annoncé une refonte, parce que si vous ouvrez la loi sur l'expropriation, les 20 premiers articles sont abrogés. On voit que c'est une loi qui doit être mise à jour. Ce qui est préoccupant, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est plutôt les annonces du premier ministre lui-même, la mairesse de Montréal, lorsqu'elle a adopté les RCI, les récents RCI qui sont judiciarisés déjà, donc où on parle plutôt de venir modifier des éléments substantiels au droit de propriété. On parle de venir empêcher une indemnisation complète ou limiter fortement une indemnisation. C'est ça sur quoi on va s'attarder dans le 3e volet. Donc, ce ne sera pas trop technique. On ne rentrera pas dans toutes les modalités possibles de la modification de la loi, mais simplement sur ce qui a été annoncé publiquement récemment et qui inquiète, avec à juste titre, les promoteurs, les propriétaires. Donc, voilà, c'est un peu le déroulement. Donc, oui, Guillaume? J'ai besoin de la télécommande. Ah, la télécommande, OK. Alors, et donc, c'est ça, 2 conférences continues d'1 heure, donc il n'y aura pas de pause. Après ça, il y aura une pause de 15 minutes. Évidemment, vous pouvez sortir en tout temps, mais il y aura une pause de 15 minutes, puis on va enchaîner avec la dernière conférence avant le mot de clôture d'Éric Bédard. Donc, c'est essentiellement le plan de match. Alors, commençons par faire le tour de notre jurisprudence récente cette année en explorant le premier thème qui est celui de l'expropriation déguisée. Encore, il n'y a pas plus de 3 ou 4 semaines, là, vous avez dû lire dans les journaux que la décision Annapolis Group a été rendue par la Cour suprême du Canada et cette décision-là faisait suite à peut-être quelque chose qui a fait encore plus de bruit au Québec, qui était le refus de la Cour suprême d'entendre le cas qui nous provient de Mascouche, le cas de Mme Duprat, qui a été rendu l'année dernière, mais où la Cour suprême a rendu sa décision beaucoup plus récemment de refuser de s'en saisir. Donc, quand on regarde Annapolis Group, quand on regarde Duprat, quand on regarde la décision Pinière-Sibonneau, Saint-Rémy, on pense qu'on a maintenant la compréhension de ce que la Cour suprême veut nous dire en matière d'expropriation déguisée. Du moins, dans la dernière année, on a fermé beaucoup de portes qui étaient restées ouvertes et c'est très intéressant parce que dans la dernière décision, qui est celle d'Annapolis Group, qui est pourtant une décision de common law. Il faut comprendre que c'est une décision qui nous vient d'Halifax. Donc, en principe, elle n'a rien à voir avec le droit québécois. En common law, il y a un concept qui s'approche de l'expropriation déguisée qui s'appelle l'expropriation par interprétation, l'appropriation par interprétation. Donc, on regarde un peu les actes de l'autorité publique et on se demande si ces actes-là, au fond, ne font pas comme si la ville ou le gouvernement, parce que ce n'est pas nécessairement limité dans leur cas à une municipalité locale, c'est approprier l'usage du terrain. Au Canada anglais, il existait un grand débat à savoir qu'est-ce que ça prenait pour que l'acquisition par interprétation se réalise. Certains disaient qu'il fallait une appropriation physique, certains disaient qu'une simple réglementation pouvait faire le même effet. La Cour suprême est venue faire le ménage dans ce test-là et elle s'est grandement inspirée du test québécois d'expropriation déguisée. Et on a eu le droit à un dialogue là-dedans. Je ne sais pas à quel point vous suivez là, les derniers jugements de la Cour suprême, mais ça n'arrivait pas souvent au Canada, mais depuis 2 ou 3 ans, on a beaucoup de décisions qui sont excessivement partagées, à 5 contre 4, un peu comme on voit aux États-Unis, où vraiment on est capable de lire 2 visions complètement opposées du droit que les 2 camps de la Cour suprême ne partagent pas plutôt. Et dans Annapolis, ce qui est intéressant, c'est que tant la majorité que la minorité,
dans la détermination de qu'est-ce que devrait être le test en common law, on fait un détour et on discutait de qu'est-ce qu'était l'expropriation déguisée au Québec. Et la majorité a déterminé que l'expropriation déguisée au Québec intervenait lorsque l'intervention d'une autorité publique retirait tous les usages raisonnables à un terrain. Dit comme ça ne veut rien dire, mais quand on le compare à ce que la minorité dit, c'est excessivement important. Parce que la minorité nous dit qu'on doit retirer tous les usages pour qu'il n'y en ait plus aucune jouissance du terrain possible. Alors, on a reproduit un petit peu ici les deux camps. Donc, le camp de la majorité nous indique qu'il faut que ça soit une utilisation raisonnable de l'immeuble qu'il demeure pour qu'il n'y ait pas d'expropriation déguisée, tandis que la minorité, elle, reprend toute une autre série de décisions beaucoup moins favorables où on parlait de la négociation absolue. Négation. Négation absolue, exactement. Absolue. Et ça, il y a toute une différence. Parce que la négation absolue du droit de propriété, ça implique que si vous avez votre terrain qui est à la campagne, qui protège de facto la nature et que vous pouvez y aménager des terrains, des sentiers pour vous y promener, il n'y a pas de négation absolue. Donc, vous voyez un peu la barre à quel point elle était haute si on suivait ce courant jurisprudentiel-là. Alors maintenant, on a un éclairage clair que ça, on peut l'écarter complètement et qu'on va plutôt vérifier l'utilisation raisonnable du terrain. Et l'utilisation raisonnable du terrain, bien évidemment, ça va dépendre de son histoire, de sa localisation, du cadre bâti à côté, des attentes légitimes dans un certain sens de son propriétaire. Et ça va donc nous permettre de dire qu'il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'un propriétaire privé dispose d'un grand domaine foncier et essentiellement possède un parc national. Ça, ce n'est pas une utilisation raisonnable du terrain. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Mme Duprat à Mascouche, qui est l'autre décision importante. Si tu me permets, Guillaume, juste avant qu'on continue, je pense qu'il est important parce qu'on a vu récemment, je me permets une petite note éditoriale, mais on a vu des juristes résumer cet arrêt de la Cour suprême pour le droit québécois. Hein. Si on regarde le droit de la common law, on n'en parle pas aujourd'hui délibérément, mais on a nuancé les deux critères de common law alors qu'on en a un seul en droit québécois. Puis là, c'est clair comme de l'eau de roche, ça a été dit de façon explicite par la Cour suprême, donc la majorité, c'est la Cour. Toujours comme ça que ça fonctionne. Et la majorité a dit, voici, le droit québécois, c'est un critère, utilisation raisonnable. Et lorsqu'on lit les commentaires d'arrêt, il y en a qui vont s'accrocher à la dissidence pour expliquer le jugement, ou l'arrêt en fait. Et à mon avis, c'est inexact. Il faut vraiment se prendre le texte de la majorité, qui est très clair, qui ne prend pas la négation absolue dans son langage. Puis pour nous, les juristes, ça veut dire quelque chose. Parce que lorsqu'on est à la cour, ça fait toute la différence. Une négation, c'est quasiment une absence d'usage quelconque, alors que la raisonnabilité, comme Guillaume le disait, c'est très nuancé et contextualisé au cas d'espèce. Donc, on peut avoir, par exemple, des usages possibles, mais qui ne sont pas jugés raisonnables dans les circonstances. Donc, c'est un monde de différence pour nous. Et d'ailleurs, Guillaume, la décision ou l'arrêt de la Cour d'appel qui était cité, l'arrêt Wallet, qui était une décision de 2011, elle-même incorporait la common law, incorporait un arrêt de la Cour de Vancouver. Alors tout ça, à mon avis, on peut dire aujourd'hui, on ne peut pas citer un arrêt de common law pour venir expliquer le droit québécois. Je pense que c'est ce que la Cour suprême nous dit. C'est tout à fait différent. Tu as raison de le mentionner parce que même si le test a été facilité en common law de l'acquisition par appropriation, ça demeure un test qui est beaucoup moins généreux que l'expropriation déguisée au Québec. Alors, il faut vraiment être vigilant de ne pas permettre l'importation de jurisprudence ontarienne ou ailleurs au Canada dans nos débats d'expropriation déguisée parce que ça n'a rien à voir et c'est beaucoup moins généreux. Donc, il faut s'en tenir au test qui a été déterminé récemment, qui est l'utilisation raisonnable. Et ça met fin, comme Nicolas le dit, à une controverse parce que dans l'arrêt Wallet, qui date d'il y a quelques années déjà, on incorporait le test de Vancouver. Alors maintenant, c'est clair, il n'est pas approprié ni utile de mélanger les deux traditions juridiques lorsqu'il est le temps de déterminer si y a expropriation déguisée. Oui, puis Vancouver, on va vite, mais c'était l'arrêt de 2006 qui existait en common law. Donc, la nouvelle, c'est celle qu'on vient de vous présenter. Mais c'était l'arrêt de référence. Là, c'est clair avec la boucle qui a été faite le mois dernier. Dans une controverse 5 contre 4, mais c'est pas la première et la dernière fois qu'on va voir ça, parce qu'on a des juges, disons, plus conservateurs sur le droit de propriété. On a des 5 juges qui ont rendu l'arrêt. Puis tu as les 4 juges plus progressistes qui voyaient les choses autrement. Puis si tu reviens à la diapositive précédente où on indiquait quels sont les deux tests, là, la partie qui est en caractère gras, il y a des auteurs au Québec qui, malheureusement, ont pris les deux tests puis les ont mis dans un seul test. Ils ont dit, voici ce qu'on retient de la décision de la Cour suprême pour prétendre plus tard que c'est encore une preuve de négation absolue qui est nécessaire, ce qui veut dire que
dès que tu peux te promener sur ton terrain à cheval ou en motoneige, ça va être considéré encore une utilisation raisonnable de ton terrain. Il faut faire la distinction nette entre ce que la majorité a décidé, qui est le premier, ce que vous voyez, et ce que la dissidence a décidé, et non pas essayer de les fusionner ensemble pour avoir un test plus avantageux pour les villes. Ce qu'on a vu, là, puis on va citer exactement le passage d'auteurs qui, selon nous, ont mal interprété ça, c'est une utilisation un usage ou un règlement qui ne permettrait pas une utilisation raisonnable de son immeuble, c'est un règlement qui fait une négation absolue d'un droit de propriété. Donc, ils ont comme collé ensemble, mais ça ne fonctionne pas. C'est rendu deux tests complètement distincts. Et donc, un arrêt qui a été rendu par la Cour d'appel juste avant l'arrêt Annapolis. Non, mais c'est on ne fera pas la controverse, mais c'est les sites où les avocats de ville ont résumé. On va se dire franchement, on a été... Puis c'est des gens contre qui on a plusieurs dossiers. On est très en bon terme avec ces gens-là, mais c'est de bonne guerre. Ces gens-là vont nous ramener à la négation absolue, puis nous, on va leur dire que c'est l'utilisation raisonnable. Mais là, sincèrement, la Cour a définitivement tranché. Parce que moi, j'étais à la Cour suprême dans l'affaire d'Oren, il y a quelques années, qui parlait en périphérie de la question. Il y avait un paragraphe. On pouvait implicitement dire des choses, aller à droite, à gauche. Là, je pense que c'est clair, parce que là, il y a un choix du langage, un choix des références jurisprudentielles. Puis la Cour suprême s'est fait plaider tout ça, là. Donc, elle a fait le choix d'avoir un test plus souple en droit québécois. Voilà. Je vous l'enverrai par courriel. Donc, l'arrêt de la Cour d'appel qui nous permet de voir un peu une illustration de qu'est-ce qu'est l'utilisation raisonnable d'un terrain, vous l'avez dans l'arrêt Duprat contre Ville de Mascouche qui a été rendu un peu avant Annapolis, où la Cour suprême a refusé d'entendre à peu près au même moment où elle rendait justement l'arrêt Annapolis. Donc, des fois, avec des conditions... Elle a refusé d'entendre. Il y a eu une vingtaine de mémoires déposées. Tous les corps publics ont voulu intervenir dans la décision Duprat. On a publiquement annoncé, les avocats de la ville de Mascouche avaient annoncé que c'était une décision de grand intérêt, que c'était une décision de principe. Ils ont mis beaucoup de pression, ou ont tenté de mettre de la pression sur la Cour suprême pour que ça devienne une décision d'intérêt. Et le fait qu'on n'entende même pas la cause, pour nous, c'est révélateur du fait que l'arrêt de la Cour d'appel est donc très clair et ne mérite pas l'attention de 9 juges pour venir nuancer même ce qui a été dit. Et donc, ce que vous voyez là de la Cour d'appel, c'est un arrêt de principe. Ce l'est devenu par la force des choses. Et ça clarifie, puis on va y arriver, d'autres décisions de la Cour supérieure rendues dans la dernière année qui vont complètement dans la direction opposée. Donc, l'arrêt Duprat contre Mascouche est intéressant parce que vraiment, ici, on voit une personne qui, et on peut pas peur des mots, s'est véritablement enrichie avec un changement de zonage anticipé. C'est-à-dire que c'est des gens qui avaient acquis le terrain il y a très, très longtemps. Je pense que Mme Duprat l'avait acquis pour quelques dizaines de dollars ou $1 même en héritage anticipé ou quelque chose comme ça. Donc, c'était vraiment des terrains qui, il y a 40 ans, ne valaient pas grand-chose, qui étaient destinés à un investissement spéculatif à très long terme et personne ne s'en cachait dans le dossier. C'est vraiment... Et au fil du temps, le zonage a été modifié. L'histoire nous dit que cela permettait le résidentiel, certaines conditions, mais qui était généralement accepté que l'urbanisation éventuellement se rendrait dans ce secteur-là. Alors, la ville de Mascouche a zoné le terrain comme étant conservation. Des zonages conservation, on en voit partout au Québec, à différents degrés d'intervention. Je pense qu'on va en voir moins maintenant. Il va y avoir d'autres trucs qui vont être trouvés, mais il y en a beaucoup des zonages conservation. Alors, normalement, ce que ça prévoit, c'est que vous pouvez faire du récréatif intensif, extensif, donc des chemins pour se promener, des fois un centre équestre, du ski de fond, c'est lié également parfois à la sylviculture. Bref, c'est vraiment une utilisation excessivement passive d'un terrain qui est surtout compatible avec un emplacement agricole, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on vient zoner des terrains en première ou deuxième couronne là-dessus. Donc, Madame Duprat, il y a plusieurs éléments intéressants dans cette décision-là. Il y en a 3, en fait. Il y a la question de la prescription, on y reviendra rapidement. Il y a la question de l'évaluation, on y reviendra rapidement. Mais ça, sur quoi c'est le plus intéressant, c'est qu'est-ce qui est une utilisation raisonnable. Alors, le jugement nous rapporte un peu l'interrogatoire du directeur général de la ville où on lui demande qu'est-ce qui est permis sur place. Et il admet candidement, mais écoutez, pas grand-chose. Mais c'est légal pareil. Parce que madame peut faire ci, peut faire ça, elle peut juste pas y habiter, puis elle peut pas le développer en quelque chose de Qu'est-ce qu'elle pouvait faire, madame? Elle pouvait faire, il y avait de la sylviculture, il y avait de la promenade en forêt, il y avait de l'équitation, il y avait un petit peu toutes sortes de choses, mais qui n'étaient pas adaptées à ce qu'on voyait autour. Parce que dès qu'on sort du terrain propriété de madame Duprat, on voyait
des terrains de banlieue typiques de troisième couronne qui commençaient à arriver. Donc, ça avait une certaine valeur. Alors, Mme Duprat s'est pourvue devant les tribunaux en expropriation déguisée. En cour supérieure, elle a gagné. Mais il y a eu tout un débat sur l'indemnisation. Et la Cour d'appel a essentiellement maintenu la décision de première instance, mais a renvoyé le dossier en première instance pour ce qui est de la détermination de l'indemnité payable. Parce qu'il faut savoir que dans ce dossier-là, il y avait une dizaine d'années qui s'étaient écoulées entre le moment où on a entrepris les procédures judiciaires et le moment où le zonage conservation a été établi. Donc, vous êtes au courant, si vous êtes ici, que le prix des terrains a énormément augmenté en 10 ans. Donc, la Cour devait répondre à un problème sérieux. Quelle date d'évaluation on mettait? Est-ce que c'est la date où on a zoné le terrain de façon conservation, qui correspond un petit peu à une appropriation par l'État, ou est-ce que c'est la date du jugement? Dans ce cas-ci... Ou la date de connaissance. Ou la date de connaissance. Donc, du règlement. La Cour nous dit, normalement, ça devrait être le règlement. Maintenant, dans ce cas-ci, il y avait des cas assez particuliers. Madame avait discuté avec la Ville pendant très longtemps. On a choisi une date qui est postérieure. Mais ce qu'il faut retenir des enseignements de la Cour d'appel dans ce dossier-là, c'est que normalement, ça va être la date à laquelle le règlement confiscatoire est entré en vigueur qui va fixer la date de l'indemnisation, ce qui peut être moins généreux dans un marché haussier que les règles qui s'appliquent normalement à l'expropriation formelle. Je pense que ce qui est important de soulever là-dedans, c'est qu'il y avait eu une preuve faite par Mme Duprat qu'elle avait entretenu des négociations sérieuses avec la Ville pendant près d'une décennie, où la Ville disait oui, on va te permettre de développer, prends ton temps, poursuis-nous pas. Puis il y a eu un changement de conseil municipal à un certain point, puis ils ont adopté la position claire qu'il n'allait jamais changer le zonage. Donc, ça allait rester un terrain de conservation. Puis, ce qui était un peu scandaleux là-dedans, c'est que la Ville permettait aux membres du public d'accéder au terrain de madame pour faire du ski de fond ou peu importe, se promener. Puis, il disait que ça lui appartenait encore, mais qu'elle devait essentiellement laisser les gens aller faire leur ski sur son terrain. Donc, je pense que ça l'a choqué la juge, mais effectivement, l'indemnité en première instance était très faible parce qu'il nous ramenait en 2006. Même 2005, je pense. En 2005 ou 2006, puisque la Cour d'appel dit, c'est bien là, puisque vous avez négocié avec elle jusqu'en 2016, la date d'évaluation devrait être 2016. Parce que c'est là que ça s'est cristallisé. Ce qui lui a permis de faire un gain assez intéressant, mais en même temps, il y a des cas où ça serait pénalisant. Dépendamment des configurations, mais bon, dans un cas comme ça, les tribunaux tentent d'y aller un peu en équité. S'il y a un arrêt à lire dans les 10 ou les 6-7 décisions d'intérêt en matière d'expropriation déguisée, c'est l'affaire de la Cour d'appel. Je pense que c'est le juge Moore, l'ancien professeur en droit des obligations de l'Université de Montréal, et le juge Sans Façon, qui était à la Cour supérieure avant. Ils ont pris soin d'écrire un arrêt vraiment bien écrit. C'est bien fait. On fait le point sur tous les concepts, les nuances. C'est l'arrêt qu'on attendait. Et autre chose, Guillaume, on peut dire que Duprat est un peu un renversement de la tendance. Absolument. Parce qu'il y avait une tendance beaucoup plus restrictive jusqu'à Duprat et Annapolis. Donc, pour les juristes qui représentent les contribuables, c'est un gain net parce que les décisions antérieures, dont on va peut-être parler rapidement, mais qui sont essentiellement plutôt centrées sur la négation absolue du droit, sur le fait que ça devient très, très difficile de démontrer l'expropriation déguisée. Si on prend Duprat, on lit attentivement Duprat, on fait un gain conceptuel important et c'est bien écrit. Alors, c'est conceptuellement bien écrit. C'est très court aussi. Là. Je pense que c'est une dizaine de pages. D'habitude, on a des arrêts de 50 pages. Là. Ça se lit très bien. Puis le point important qu'on a, encore une fois, mis en caractère gras, il y avait un certain débat parce que dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il y a une disposition qui permet aux municipalités de prohiber tous les usages lorsque c'est des milieux naturels ou il y a des raisons de protection de l'environnement qui entrent en ligne de compte. Ce que la Cour dit là-dedans, c'est que même si vous avez ce pouvoir-là de protéger l'environnement, ça ne vous permet pas de ne pas indemniser les propriétaires qui sont visés. Il y avait certains juges, incluant des juges de la Cour d'appel, qui, dans d'autres décisions dont on va vous parler plus tard, avaient dit qu'à partir du moment où la loi permet aux municipalités de faire ça, vous n'avez pas de recours. Puis, heureusement, dans Duprat, ça a été changé. On va y arriver. Ça, c'est peut-être la dernière controverse qui nous reste à fermer. Puis on en parle dans le deuxième bloc, c'est les limites de ce pouvoir-là. À quel point on peut l'utiliser légitimement pour empêcher, disons, de s'approcher d'une falaise ou autrement, et quand est-ce que ça devient une expropriation déguisée. Dernier point sur Duprat, c'était pas mal déjà réglé, mais il n'y avait pas encore de décision claire de la Cour d'appel. Vous savez, le délai de prescription pour poursuivre une municipalité est excessivement court. On parle de 6 mois.
Lorsqu'on parle même d'une municipalité qui est régie par le code municipal, en plus, il faut envoyer un avis dans les 15 jours. Puis en tout cas, c'est tellement compliqué. La Cour d'appel confirme qu'en matière d'expropriation déguisée, c'est la prescription usuelle de 3 ans qui court. Alors, ça a quand même sauvé beaucoup de dossiers, ça. Usuel, 3 ans de la connaissance. De la connaissance. Alors, c'est pour ça que madame, même si c'était 10 années, avait passé, puis je suis pas sûr qu'elle avait eu connaissance immédiatement, même si elle a pris connaissance. La preuve, et là, c'est une question de preuve, il faut faire un procès qui est bien soutenu. Il faut démontrer cette preuve-là de connaissance. Donc, c'est comme les dossiers un peu de vice caché. C'est la connaissance qui va marquer le point de départ du 3 ans. Et ce n'est pas le 30 jours pour attaquer la légalité, ce n'est pas le 6 mois, c'est le 3 ans. Donc, ça aussi, c'est un élément qui est important, qui a été clarifié dans cet arrêt-là. Je pense à la prochaine décision, on va passer plus rapidement parce qu'elle a été rendue, évidemment, avant Duprat. Mais pourquoi elle est intéressante, cette décision-là? Essentiellement, la ville de Saint-Rémy avait utilisé son pouvoir un peu spécial de protéger les milieux naturels pour zoner conservation un terrain. Et ce qui est particulier là-dedans, c'est qu'on se rend compte qu'il y avait eu un deal avec le ministère de l'Environnement pour protéger le terrain d'un tiers pour obtenir l'approbation d'un projet municipal. Donc, je pense que ça a un peu choqué le tribunal. Mais lorsqu'on passe par-dessus cet enjeu-là, il y avait tout. C'est le début de l'interprétation des dispositions particulières de l'article 113 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui est l'article central qui permet de traiter de zonage. Donc, cet article-là contient des paragraphes qui permettent de protéger des milieux naturels. Et la ville de Saint-Rémy avait utilisé ces articles-là. Elle les avait maladroitement utilisés parce qu'elle les avait utilisés alors qu'ils étaient en refonte, un peu en se basant sur leur rédaction future. Donc, la Cour a invalidé certaines parties de la désignation, mais elle a quand même fait un certain commentaire qui est utile pour nous, où elle a lancé le débat. À présumer même que l'article, paragraphe 16, l'article 113 qu'on vous a reproduit ici, permet de régir, prohiber tous les usages en lien avec une caractéristique naturelle, est-ce qu'on peut utiliser cet article-là pour désigner un territoire entier où on doit faire un effort minimal pour limiter la protection à l'élément naturel qu'on vise protéger. Donc, la Cour, on voit qu'elle ne voulait pas ouvrir de porte là-dedans, sachant peut-être un peu tout ce qui s'en venait dans la prochaine année, mais elle a planté ici l'idée qui va nous rester à clarifier dans les prochains mois, prochaines années. Plénière-Simoneau contre Saint-Bruno de Montarville. Alors ça, on a été, nous, un peu choqués lorsqu'on a eu cette décision-là, bien franchement. C'est le contraire total de l'arrêt Duprat contre Mascouche. Ça ne peut pas être plus opposé que cela. C'est une décision qui a été rendue par la Cour supérieure le 23 septembre 2021. Donc, à la décharge du tribunal, le tribunal n'avait pas encore les enseignements de la Cour d'appel et le tribunal travaillait dans cette affaire-là avec toute l'incertitude. Il n'y avait vraiment rien de clair. Là. Quand on vous dit que beaucoup de choses ont été clarifiées en 1 an, cette décision-là vous le démontre un peu. Alors, il s'agit un peu à l'image de la ville de Mascouche, d'un vaste terrain, là, je pense au sud de l'autoroute 30 à Saint-Bruno, qui est manifestement forestier. Vous irez voir sur Google Earth, là, c'est très, très, très boisé et qui, à l'évidence, a certaines caractéristiques naturelles d'intérêt. Alors, la ville de Saint-Bruno a zoné l'ensemble conservation, mais eux, ils ont utilisé les nouvelles dispositions de la loi, leur permettant de protéger des éléments naturels et leur permettant de protéger également le couvert forestier. Donc, ce que la Cour supérieure a déterminé là-dedans, elle a déterminé d'abord que ces articles-là permettaient de zoner sans confiscation, sans compensation, par contre. Elle a également déterminé que l'habilitation législative était suffisante pour ne pas donner droit à une expropriation déguisée. Donc, elle a entièrement rejeté le recours des propriétaires terriens dans ce coin-là. La cause s'est réglée en cours. Donc, on s'imagine qu'il y a eu une entente avec la municipalité. Par contre, cette entente-là est intervenue après l'affaire Duprat. Donc, simplement vous dire, il y a une entente à la Cour d'appel. Ils sont allés en appel. Exact. Et ils ont réglé. Donc, cette décision-là, il faut vraiment la prendre avec un grain de sel si vous la voyez dans un dossier parce qu'elle a été rendue avant 2 décisions de la Cour suprême, avant 2 décisions de la Cour d'appel. Donc, la valeur jurisprudentielle de cette décision-là est fortement affectée, même si elle n'a pas été portée en appel. Puis l'autre chose à dire, c'est que si la Ville était confiante de maintenir ce jugement-là en appel, elle n'aurait probablement pas réglé le dossier. Donc, puis si je comprends bien, le terrain était acquis par la Ville. La Ville a acheté le terrain. Là. Donc, s'ils ont conclu qu'effectivement, c'était une expropriation déguisée, c'était un terrain majeur qui valait plusieurs dizaines de millions de dollars
pour le promoteur. Puis le promoteur, du jour au lendemain, se faisait dire, il y a des arbres, puis il y a quelques grenouilles sur ton terrain, puis ça vaut plus rien. Donc, ce que la Ville a décidé de faire, c'est d'acheter le terrain au final. Ouais, puis ma lecture de ça, quant à moi, cette décision-là n'a plus de portée. Moi, si on était dans un dossier, on pourrait vraiment l'opposer à Duprat et la Cour suprême Annapolis. Et la Cour allait jusqu'à dire qu'on peut littéralement s'approprier un bien sans compensation. Parce qu'on se l'approprie pour des intérêts publics. Si on veut préserver des arbres, c'est une fin qui est tout à fait louable. On peut, comme en expropriation, une fin d'utilité publique est tout à fait légale, mais on viendrait empêcher d'être... on ferait en sorte qu'il n'y ait aucune compensation, ce qui me semble être très drastique comme raisonnement. Si vous prenez Duprat et vous prenez le temps de le lire, la Cour fait justement la démonstration qu'on peut avoir un règlement qui est tout à fait légal, parce que dans bien des cas, on ne veut pas attaquer la légalité du règlement. Le règlement est soit légal, mais il a un effet confiscatoire, hein, donc il faut payer. Fait que c'est comme si on avait oublié d'envoyer l'avis d'expropriation. La Cour nous force à agir comme si on avait envoyé l'avis d'expropriation. Puis il faut le dire, quand on est compensé dans les dossiers comme Duprat, on remet le bien, pas comme si on le gardait. La conclusion de ces jugements-là en dommages ou en indemnité, il faut mettre une conclusion par laquelle on remet le bien comme si on était littéralement dépossédé du bien en contrepartie d'une indemnité. Alors pour moi, Pilière, dorénavant, surtout avec Annapolis, me semble être une décision qui devrait être écartée du corpus jurisprudentiel applicable aujourd'hui. Pour la défense de la Cour n'avait pas l'éclairage du tribunal supérieur, mais disons que cette décision-là est à oublier. Décision 5, Robitaille contre Ville de Sorel-Tracy. On ne la lira pas au complet, mais ça vient juste réitérer un enjeu important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas spéculer sur l'expropriation déguisée. Donc, quiconque achète un terrain en connaissance de cause qu'il y a un règlement confiscatoire ne peut pas s'adresser aux tribunaux pour obtenir une compensation. La Cour d'appel a été excessivement sévère là-dessus en juin de 2022. Elle parle d'un promoteur en disant qu'il a perdu son pari. Alors, c'est pour vous dire qu'il y a des façons de le faire. Si vous voulez acheter des terrains, peut-être financer le recours de quelqu'un d'autre. Mais si vous le faites vous-même, il y a vraiment des dangers importants de vous voir opposer cette règle-là qui est très, très claire. On ne peut pas faire de spéculation là-dessus. Donc là, on parle d'acquérir un bien alors qu'on a connaissance d'un règlement antérieur confiscatoire. Exactement. Donc, c'est vraiment incessible comme droit d'action. Par contre, il y a eu des causes, je pense notamment à l'affaire Lorraine, où le propriétaire avait acheté alors que le zonage restrictif était déjà en vigueur, mais il ne savait pas parce qu'il s'était informé auprès de la Ville, on lui avait donné la mauvaise information. À ce moment-là, oui, il l'avait acheté alors que ça valait déjà pas grand-chose, mais la Cour lui a quand même donné une indemnité. C'est une question de connaissance au moment d'acheter. C'est des cas exceptionnels. Donc, pour un acheteur sophistiqué, ça ne passera pas. Ça passera pas. Ce qui nous amène au deuxième thème, encore une année riche en rebondissements. On va parler des PIA et les dérogations mineures. Il y a encore une fois un certain revirement de vapeur en matière d'encadrement des municipalités. Puis c'est Frédéric qui va commencer le bal là-dessus. Et vous êtes chanceux aujourd'hui parce que Frédéric est le plaideur de ces deux causes très récentes. Donc, il a participé, il a été celui qui a présenté la cause, je pense, celle dont on va parler maintenant. Oui. Qui est une décision tout à fait récente et qui est excessivement intéressante parce que ça faisait un bout de temps qu'on se disait, bien franchement, que les PIA sont vraiment poussés à la limite de ce que c'est un PIA. Alors, Frédéric, parle-nous un peu de cette cause. Exact. Bon, tous ceux d'entre vous qui font du développement à Montréal devez savoir que la Ville de Montréal et ses arrondissements adorent le mécanisme des PIA pour essentiellement contrôler l'opportunité d'un projet. Donc, c'est-à-dire que votre projet peut être conforme à l'ensemble des normes réglementaires applicables, aux normes de zonage, aux normes de lotissement, mais si la Ville n'aime pas le type de projet que vous proposez, c'est le mécanisme qu'elle va utiliser pour mettre des bâtons dans les roues. À l'origine, ce pouvoir-là était donné pour permettre aux villes de contrôler l'apparence extérieure des bâtiments. Donc, est-ce que dans une rue où on a des bâtiments avec un certain type de pierre, par exemple, est-ce qu'on va permettre que quelqu'un arrive avec des murs en béton coulé? Bien, la réponse est non. Donc, on a permis aux villes de réglementer l'apparence extérieure. Certaines villes, comme l'arrondissement du plateau Mont-Royal, qui, à mon avis, est un des pires, il faut rester poli ici. Est allé jusqu'à dire qu'il avait la compétence de réglementer la typologie des logements à l'intérieur. Donc, si vous êtes à l'extérieur, vous ne voyez même pas ce qu'il y a à l'intérieur du bâtiment, là, mais eux, ils voulaient réglementer la forme des logements
Il voulait réglementer la cour intérieure, qui par définition est une cour intérieure. Donc, quand vous passez devant la rue, vous ne la voyez pas, mais il voulait une cour intérieure. Puis il y avait un autre élément qu'il voulait, qui m'échappe en ce moment, mais encore une fois, ça avait rapport à l'intérieur seulement. Le promoteur a écouté les commentaires de l'arrondissement, ne voulait pas se chicaner avec eux pour des raisons évidentes, et est revenu avec une deuxième mouture qui reprenait la majorité des pistes de solutions qu'il proposait, mais le juge note que quand le plateau utilisait piste de solution, dans le fond, c'était une exigence formelle. Mais une seule des pistes de solution n'a pas été reprise, qui était la cour intérieure. Et dans le procès verbal de la décision qui refuse les plans, on dit qu'il est déplorable que le promoteur n'a pas accepté la suggestion de notre ingénieur, peu importe, quelque chose du genre. La seule raison pourquoi le promoteur ne voulait pas faire de cour intérieure, c'est que c'était un bâtiment assez bas, là, je pense que c'était 3 ou 4 étages. Et il n'y avait pas assez de densité pour rentabiliser son investissement s'il y avait une cour intérieure parce qu'il perdait beaucoup de pieds carrés pour faire des logements. La Ville lui a répondu dans un courriel que la viabilité financière du projet n'était pas importante pour eux. Donc, ça, je pense que le juge aussi n'a pas été un des facteurs. Le juge ne l'a pas trouvé très drôle parce qu'il a dit oui, vous avez une discrétion, mais vous ne pouvez pas, par le biais d'une discrétion, imposer quelque chose d'impossible. Puis s'il n'y a pas un promoteur qui, son but, c'est de faire de l'argent avec un bâtiment qui va faire des projets de construction, c'est utopique de penser ça. Donc, essentiellement, la Cour supérieure est venue annuler la décision du Plateau Mont-Royal de refuser les plans en disant que, oui, c'est une discrétion, mais à partir du moment où vous vous basez sur des considérations qui ne sont pas pertinentes, bien, vous perdez votre discrétion dans un sens. Parce que vous êtes, en tant que décideur, vous êtes disqualifié. C'est ce qu'on appelle la décision déraisonnable en droit administratif. Oui, puis donc l'objectif était peut-être louable. C'est toujours le moyen choisi qui est illégal. On voulait des logements pour les familles. C'est tout à fait louable. On ne peut pas prendre un PIA où on doit regarder le revêtement extérieur au niveau architectural pour, à mon avis, forcer un promoteur à passer d'unités plutôt de type, je pense, c'était étudiant, whatever, 36 unités, puis on dit non, tu vas en faire seulement 12 parce qu'on veut des grandes unités au long. C'est pas à ce moment-là qu'on doit intervenir. S'il y a une politique à faire ou une norme à établir, c'est pas au stade du PIA. Le problème du PIA, c'est que plus que c'est discrétionnaire, les corps publics vont aller au maximum de la discrétion. Et je pense que c'est important de montrer qu'on peut faire un contrôle judiciaire de cette discrétion-là. C'est un bel exemple. Et moi, où je vois, on a plusieurs dossiers actifs ou des dossiers, on regarde, c'est revenir sur la densité et la hauteur des projets. Quant à nous, c'est normatif. Si je peux faire jusqu'à 15 étages, il y a peut-être un exercice d'adaptation. On le fait dans des scénarios, on a 3-4 tours de 15 étages. On peut faire une modulation raisonnable de 1 ou 2 étages, d'aller chercher un peu moins en arrière, un peu plus en avant. Ça, je pense que de toute façon, c'est le gros bon sens, puis le promoteur va travailler. Mais si on dit à un promoteur, c'est quoi t'as acheté? Tu peux faire 15 étages, c'est normatif, c'est vrai, mais tu vas en faire 6 parce que nous, on n'aime pas ça. Puis c'est au PIA qu'on décide de le faire. Je pense que ça devient, à mon avis, illégal. Parce qu'on revient sur le normatif, qui est la première étape. Le normatif, c'est noir ou blanc. Si c'est 6 étages, c'est 6 étages, on ne peut pas demander 15. Mais si c'est 15, et on revient à... Je prends un exemple drastique, mais on a vu des exemples où on coupe de moitié la densité. Quant à nous, puis là, je pense que cette décision-là est très intéressante. On peut voir qu'il y a des limitations importantes qu'il faut apporter à un PIA ou à la portée d'un PIA. Il n'y a pas juste ça. On a vu des cas, puis le plateau Mont-Royal, oui, on aime parler du plateau Mont-Royal, mais il n'y a pas que le plateau et on voit que ce problème-là se répand en province un peu partout. Récemment, dans une ville des cantons de l'Est, on a vu à travers un PIA l'exigence de céder des terrains pour l'aménagement des pistes cyclables, pour faire des dons à la ville pour une cour de voirie, pour toutes sortes de choses qui, à la limite, peuvent être exigées dans le cadre de frais de parc, dans le règlement de lotissement, mais évidemment, ils ont mal joué leur carte, donc ils veulent se reprendre à une deuxième étape rendue au règlement sur les PIA. Donc là, ça dépend toujours de la capacité du promoteur de se battre, de demander une contestation, mais c'est malheureusement pas un cas isolé. Le cas isolé, c'est peut-être que le promoteur ait saisi les tribunaux et se soit rendu jusqu'au bout. Ben, en fait, c'est la deuxième décision en 2 ans qui sort de la Cour supérieure par rapport au pouvoir en matière de PIA. Il y avait eu une cause en 2021 à Saint-Bruno pour le crématorium. C'est toujours les mêmes, Saint-Bruno. Où la Ville avait refusé les plans en disant qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale. Mais encore une fois, c'est quoi le lien entre l'acceptabilité sociale et l'architecture?
Je me gratte toujours la tête, j'ai toujours pas compris. Clairement, la juge non plus. Puis dans l'affaire sur la rue Parc, le promoteur avait droit à un COS de 3, donc 3 étages par rapport à la superficie de terrain environ, 3 étages complets. Puis lui, il disait, ça, c'est mon seuil de rentabilité. Puis la ville disait, non, on ne te donnera pas 3. D'aucune façon, on va te donner 3. Mais quand tu veux changer une norme de zonage, ça implique un processus d'approbation référendaire. Les gens ont le droit de s'opposer. Donc, le juge dit, tu ne peux pas utiliser une norme de zonage dans ton règlement de PIA. Là. Parce que ce n'est pas le même mécanisme, ce n'est pas les mêmes garanties pour les propriétaires. Puis, pour ce qui est de la mixité sociale, c'était écrit en toutes lettres. Une autre chose que le juge n'a pas aimé, c'était écrit en toutes lettres qu'il voulait favoriser la mixité sociale. Donc, il voulait des logements qui allaient de l'avant du bâtiment jusqu'à l'arrière du bâtiment pour qu'il y ait assez de place pour loger des familles. Mais c'était à côté de McGill, puis le projet, c'était de faire des résidences étudiantes. Donc, je pense que c'est un bon rappel aux villes de dire, oui, vous avez des règles à respecter, oui, il y a beaucoup de choses qui sont importantes, parce qu'on ne veut pas construire n'importe quoi, mais la décision de construire, puis le plan personnel du promoteur, ça lui appartient, puis vous n'avez pas le droit d'aller vous ingérer là-dedans. Là. C'est une décision, Frédéric, les dérogations mineures. Ça, c'est plus un fait divers parce que ça avait fait la une des journaux, surtout dans la région de Gatineau. C'est la fameuse maison sur la rue Fraser à Gatineau qui avait fait l'objet d'un permis de construction parce que le fonctionnaire avait fait une erreur dans son interprétation de la grille de zonage. Comme vous voyez, on voit à gauche de la photo, il y a une maison. Puis à droite, il y a la maison qui est dérogatoire. La vraie marge de recul, là, la maison aurait dû commencer vis-à-vis de l'entrée de la maison à gauche, là, donc vis-à-vis environ le véhicule qu'on voit. Donc, ce que ça faisait en sorte que la maison à gauche était complètement cachée et à l'ombre de la gigantesque demeure qui a été là. Quand les voisins ont commencé à se plaindre à la ville disait « Ah non, tout est correct, tout est conforme, on a bien appliqué la règle ». Puis après quelques mois, il y a une fonctionnaire, Mme Moreau, qui avait regardé le dossier puis qui avait dit oui, il y a une erreur, clairement. Mais là, ça faisait peut-être 3 ou 4 mois que le chantier était commencé. Puis, c'était pas fini comme ça, là, mais c'était très avancé. Puis, il y avait plusieurs centaines de milliers de dollars qui avaient été investis. Donc, la ville, clairement, puisqu'elle était dans l'erreur, ne voulait pas payer le propriétaire qui avait commencé son chantier. Donc, a pris la décision d'adopter, sans demander à personne, ce qu'on appelle une dérogation mineure, qui est une façon pour les villes de permettre des accros mineurs à leur réglementation. Dans notre cas, la norme, c'était 15 mètres de la rue, mais la propriété était construite à 7 mètres. Donc, c'était le double de la norme. En partant, il y avait une difficulté à dire que c'était mineur. Mais ce qui a vraiment achalé le tribunal là-dedans, c'est que c'est même pas le propriétaire qui a demandé la dérogation mineure. C'est la ville pour se protéger, pour se couvrir, probablement à la demande de son assureur, d'adopter une norme pour protéger la résidence, alors que ce que le propriétaire disait, c'est que moi, si vous m'aviez avisé en temps opportun que ma maison était illégale, j'aurais démoli, je vous aurais demandé un chèque pour les dommages, puis j'aurais reconstruit conforme. Donc, les voisins ont poursuivi la ville pour faire annuler la dérogation mineure, poursuivi le propriétaire pour qu'il le démolisse. Le propriétaire, lui, était plus neutre. Dans le fond, il disait, moi, ça ne me dérange pas de démolir, mais si je démolis, vous allez me payer. La ville va me payer. Puis la Cour supérieure, effectivement, a ordonné la démolition en disant que la ville avait agi essentiellement de mauvaise foi, n'avait pas appliqué les critères de dérogation mineure qui sont dans la loi. Puis ça a été comme un resserrement du mécanisme de dérogation mineure qui, historiquement, se donnait de façon assez libérale. Donc, cette affaire est en appel là, présentement. On attend toujours le jugement. Mais essentiellement, c'est pour vous dire que parfois, les villes vont utiliser leur propre mécanisme à leur avantage. Et ça peut mener à des litiges comme ça. Troisième thème, c'est la responsabilité municipale. Vous savez, c'est pas simple pour suivre une municipalité. Il y a des immunités relatives en matière de décision politique, en matière de décision du conseil, en matière même de planification dans certains cas. Et il y a même des cas, comme en matière de planification des services incendies, où il y a une disposition particulière dans la loi qui prévoit une immunité relative, que peut-être la Ville aurait eu de toute façon, mais le législateur a préféré le réitérer. Donc, cette décision-là, Ville de Trois-Rivières contre Royan Sun Alliance, c'est un cas peut-être un peu ennuyeux d'assurance, mais c'est important présentement. Quand on voit tous les projets immobiliers qui sont arrêtés en raison d'une mauvaise planification des services municipaux.
Donc, la trame de fond est assez simple. L'assuré de Royal Sun Assurance, sa maison a brûlé, les pompiers sont arrivés en retard. Donc, l'assureur s'essaie, il poursuit la municipalité en disant « Vous n'avez pas respecté le schéma de risque qui prévoit que vous devez arriver en X minutes et donc vous devez participer à couvrir le sinistre. » La municipalité répond qu'elle dispose d'une immunité qui est prévue à la loi dans la mesure où elle se conforme à son schéma de risque. Et en l'espèce, la municipalité, bien qu'elle avait adopté un schéma de risque qui se tenait et qui était compatible aux orientations du ministère de la Sécurité publique, n'avait pas mis les ressources nécessaires dans ses casernes puis dans ses employés pour être capable de le respecter. Donc, c'était un schéma de papier qui n'était pas appliqué en vrai. Donc, la Cour ici, la Cour d'appel, fait simplement réitérer que ce type d'immunité-là, oui, elles existent, mais elles ne peuvent quand même pas être utilisées au détriment d'une réelle planification, puis une bonne gestion financière, puis de planification de ressources des municipalités. L'histoire de la caserne d'incendie, c'est quelque chose qui n'arrive pas si souvent que ça. La plupart du temps, les municipalités staffent convenablement leur service d'incendie, puis des choses comme ça n'arrivent pas ou ça se règle hors cours. Donc, on peut imaginer qu'ici, il y avait des montants qui étaient suffisamment élevés que quelqu'un a souhaité le judiciariser. Pourquoi on veut vous parler de cette décision-là? C'est que vous avez vu, comme tout le monde, j'imagine, qu'il y a beaucoup en ce moment de municipalités qui ont adopté des outils de contrôle intérimaires, non pas pour revoir leur planification urbanistique, puis ça, on va en traiter plus tard, mais pour pallier leur mauvaise planification de leurs services. Alors, il y a plusieurs municipalités, tant sur la Rive-Nord que sur la Rive-Sud, qui sont pris en ce moment entre deux mauvaises options, soit donner des permis de construction pour des projets où il n'y aura juste pas d'eau courante, soit ne pas les donner et se faire poursuivre par le promoteur qui s'attend légitimement à pouvoir construire. Donc, il y a peut-être ici un parallèle qui va être étudié dans ces dossiers-là, à savoir à quel point est-ce qu'une municipalité peut-elle mal prévoir ses services, signer des ententes avec les promoteurs pour les services municipaux, puis véritablement overbooker le système de sorte qu'à un moment donné, ils se rendent compte que ça fait déjà 6 mois qu'ils ont trop donné de capacité. Donc, ça va être intéressant parce que c'était quelque chose de quand même assez nouveau, mais juste nous, on en suit au moins 5 en ce moment des contrôles intérimaires de ce type-là pour pallier à une planification déficiente. Donc, certainement que dans la prochaine année ou l'année prochaine, on va pouvoir vous parler de ce qu'il en est devenu. Un parallèle qui pourrait être fait, Guillaume, peut-être une explication, c'est on parle d'une responsabilité civile avec une immunité relative. Donc, on peut écarter cette immunité-là puis tenir responsable une ville de façon en responsabilité civile. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre la responsabilité civile et l'indemnisation ou le recours en dommages qu'on peut faire en expropriation déguisée? Comment tu distingues les deux? Est-ce que les deux peuvent se chevaucher? Est-ce que dans des dossiers d'expropriation déguisée ou de confiscation sans compensation, on peut aussi parler de responsabilité civile? La question est bonne parce que, vous savez, en principe, une municipalité n'a jamais l'obligation d'amener les services jusqu'à la porte d'un terrain. Une municipalité est quand même relativement libre de ça. Ça coûte extrêmement cher amener les services. Mais maintenant, une fois que la municipalité s'est mis la main dans l'engrenage, qu'elle a signé une entente avec un promoteur, des fois, on a des cas là, où les promoteurs ont même fait venir les infras jusqu'au terrain, personne ne leur dit qu'il n'y a pas d'eau. Rendu là, c'est pas de l'expropriation déguisée, parce qu'à la limite, le terrain n'aurait pas été développable tout de suite, mais l'aurait peut-être été un jour. Vous savez, en première couronne, deuxième couronne, à un moment donné, il n'y a plus de place, ça la laissera éventuellement. Mais là, c'est comme si on avait privé le promoteur de réaliser un projet maintenant. C'est un déplacement de l'argent dans le temps. C'est pas mal plus des frais de retard, des frais de maintien de terrain. Donc, c'est pas les mêmes concepts que l'expropriation déguisée. Mais chose certaine, il y a là quelque chose à creuser. Si vous avez certainement bâti les infrastructures puis on vous dit qu'il n'y a plus d'eau, appelez-nous. Laissez pas ça passer. C'est la réalité. Je posais la question parce que dans nos dossiers qu'on fait ensemble, Guillaume et moi, entre autres, avec Frédéric, on va juxter des recours en expropriation déguisée et en dommages, notamment pour les retards de développement. Donc, on va venir tenir responsable, puis on verra ce que les tribunaux font avec ça, mais mois par mois, c'est 200 000, 300 000 de frais perdus, parce que c'est une chose de confisquer sans compenser, c'est une autre de retarder 3-4 ans un projet illégitimement ou illégalement. Alors là, on va parler de recours en responsabilité qui sont superposés à des confiscations. Et bien sincèrement, quand on regarde ce que la Cour d'appel nous dit dans cette affaire-là, par analogie, parce qu'il faut travailler par analogie, peut penser que l'immunité est relative et elle peut être écartée dans les scénarios assez francs. Je pense qu'il faut
pas négliger, parce qu'on prend pour acquis qu'on peut pas poursuivre en responsabilité une ville. Je pense que c'est un peu le Non, mais réflexe. les assurances sont là pour ça. C'est-à-dire que, dans un cas comme celui-là, le moratoire spécial est légitime. Parce que si on donne l'eau à un promoteur, il y a des familles qui en auront juste pas dans les quartiers existants. Maintenant, il y a quelqu'un qui doit indemniser quelqu'un là-dedans. Ça, c'est certain. Donc, c'est là qu'on peut faire la différence entre un moratoire légitime, mais créateur de dommages, versus un moratoire qui est illégal parce qu'on tente de détourner des outils urbanistiques. Bon, on va en reparler tout à l'heure dans notre deuxième thème. Là, on fait peut-être un peu de pouce sur la prochaine année puis comment on voit ce qui va se passer. Oui, donc pour le quatrième thème, là, rapidement, c'est une cause qui est somme toute simple. Donc, quatrième thème, c'est quoi? C'est droits acquis. Droits acquis et zones inondables. C'est un couple qui avait acheté une maison au bord d'une rivière à Fredericksburg, maison qui avait été inondée, devait reconstruire. Il y avait eu un litige avec la ville qui acceptait une journée, refusait le lendemain, acceptait 3 jours plus tard de lui donner le permis de construction. Finalement, ils n'ont jamais eu le permis de construction, malgré qu'ils avaient démontré qu'il y avait des droits acquis. Ça, c'est plus ou moins important. Ce qui est important là-dedans, c'est que le juge taxe la ville d'incompétence dans la façon dont elle a cartographié sa zone inondable. C'était vraiment des zones inondables à angle droit qui, parfois, n'avaient aucun rapport avec l'élévation du sol. Il y avait des maisons qui étaient zonées inondables, qui étaient en haut d'un talus. C'était quasiment impossible que l'eau se rende là. Puis il y avait des maisons en bas de la pente qui n'étaient pas zonées inondables. Donc, c'est une des premières décisions que j'ai répertoriées où la Cour supérieure vient dire à une ville que sa carte de zone inondable a été faite de façon incompétente. Puis elle a été condamnée en dommages et elle s'est vue ordonner d'émettre le permis. Donc, ils ont pu construire dans la Donc, ils ont pu construire dans une zone qui était cartographiée comme étant inondable. C'est moins d'actualité aujourd'hui. La raison est fort simple. Depuis le 1er mars 2022, le gouvernement du Québec a abrogé l'ancienne politique de protection des rives qui obligeait les villes à adopter des règles de zonage dans la bande riveraine notamment. C'est rendu un décret uniforme qui s'applique à la grandeur du Québec, mais c'est les villes qui sont responsables de l'appliquer. Je sais pas si... On va en parler tout à l'heure parce que c'est vrai que vous allez en voir moins des affaires de même, mais c'est encore possible. Parce que le nouveau décret temporaire, mais qui a été adopté avec un mécanisme permanent, mais ça c'est une autre histoire, prévoit des désignations sur carte. Donc, il est encore possible que le décret mène à des incongruités comme celle-là, mais en principe, il devrait en avoir moins. Mais on va en reparler tout à l'heure lorsqu'on parlera du nouveau régime. Et finalement, dernier thème qu'on veut couvrir, je pense que c'est notre dernier, cas très intéressant à Mont-Saint-Hilaire qui est monté jusqu'en cour d'appel. Les faits sont un peu complexes parce qu'il est là question de l'interaction entre le PMAD de la CMM, l'adoption du schéma de la municipalité régionale de comté locale et la municipalité locale qui doit mettre en œuvre ce schéma-là. Grossièrement résumé, là, le PMAD, donc l'outil le plus supérieur, prévoyait une densification dans ce secteur-là, mais permettait certaines exceptions qui devaient être évaluées entre la MRC et la ville pour se soustraire à cette densification s'il y avait un territoire qu'il fallait absolument sauvegarder du développement. Ici, la municipalité de Mont-Saint-Hilaire s'est autorisée de cette petite exemption, de cette petite porte-là, pour, d'une façon totalement dilatoire, pendant des années, ne pas mettre sa réglementation en concordance avec les orientations qui arrivaient du PMAD. Alors, ils ont créé des comités de travail, des tonneurs avec des citoyens, ils ont rencontré... Il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait. Là. Ce qui fait qu'après quelques années, le propriétaire qui attendait légitimement de voir la densité de son terrain, en fait, c'est un groupe de propriétaires, en fait, qui attendait légitimement de voir la densité de leur propriété affectée à la hausse pour le développer, ne le pouvait toujours pas. Si bien qu'ils sont pourvus devant la Cour supérieure dans un recours en mandamus pour forcer la municipalité locale à modifier les outils de planification intermédiaire pour mettre en œuvre ce qui arrivait du PMAD. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que la Cour d'appel est très sévère lorsqu'elle commente l'utilisation par la Ville de Mont-Saint-Hilaire de comités de travail, de groupes décisionnels qui sont à l'extérieur de ce qui est prévu dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. C'est déjà assez compliqué comme ça, avec le CCU, le Conseil de ville, les assemblées publiques, les référendums, avec le fait qu'il faut se parler entre les diverses instances. On n'a pas besoin d'une espèce de tonal citoyen, de consultation, etc., qui vient brouiller les cartes là-dedans et faire en sorte que les propriétaires ne savent plus où est-ce qu'on est là-dedans.
Donc, ça, c'est une leçon importante parce que, bon, vous l'avez vu comme tout le monde, en ce moment, il y a le PMAD de la CMM qui existe, qui prévoit de la densification à plusieurs endroits, qui existe depuis maintenant, je pense, 7 ans. Et il y a les rumeurs d'un futur PMAD qui s'en viendrait. On n'a toujours pas vu le projet, mais avec les divers RCI, on voit un peu où ils s'en vont, qui contredirait les orientations actuelles. Et donc, il y a certains corps publics, présentement, surtout dans les couronnes, qui, dans l'espoir de voir le prochain PMAD, ralentissent volontairement l'arrivée à la concordance du PMAD d'avant. Donc, on a pris des retards qui sont totalement inexplicables, qui peuvent être en années, 5 ans, etc. De 2012. De 2012. Et là, vous dire, il y a des places qui ont presque réussi parce que le premier projet du futur PMAD va bientôt arriver, puis il y en a qui ne se sont toujours pas conformés à celui d'avant. Donc, il y a des gros enjeux qui sont là-dedans et cette décision-là va certainement être utile pour ceux qui voudront faire contrôler les décisions des instances locales dans la prochaine année parce que juste nous, on en voit plusieurs des cas comme ça, donc il va en avoir vraiment, vraiment beaucoup, puis ça va se judiciariser. Donc, juste pour être clair, parce que évidemment, tu prends pour acquis tout le rouage entre le PMAD, le schéma, le plan d'urbanisme, le règlement de zonage. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que c'est un enchaînement de conformité ou de concordance. Si c'est pas fait ou si c'est indûment ralenti, pour ne pas se conformer à ce qui doit être fait, et donc qui émane du PMAD dans ce cas-ci, on pourrait saisir les tribunaux puis obtenir justice. Parce que, à mon avis, peu de gens se sentent, ou on n'a peut-être pas exploré assez cette avenue-là, et on pense qu'il n'y a rien à faire parce qu'il n'y a pas de délai ou parce qu'il y aurait une discrétion absolue sur les délais. Je pense que dans cet arrêt-là, on voit une limite à ce qui peut être fait. Écoute, il n'y a pas de discrétion absolue. Et le problème, c'est que c'est un système qui est relativement fait sur la bonne foi des corps publics. C'est-à-dire que la concordance, elle descend et normalement, le corps public supérieur peut forcer celui d'en bas à s'exécuter. Mais c'est tous des politiciens qui siègent dans les mêmes conseils, surtout lorsqu'on voit les MRC. Là. Puis souvent, c'est le maire, là, puis à tour de rôle, il va être préfet. Donc, lorsqu'ils s'entendent pour ne pas avancer, ça n'avance pas. Et il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire, sauf aller devant la Cour supérieure. Et faire la preuve que, justement, ils font du surplace. Et ça se fait. La preuve a été faite dans ce... Et la Cour d'appel a été dure, je pense, avec... on a parlé de très, très dur. Puis il y a un risque à rien faire, puis à attendre que quelque chose se passe tout seul. Puis on aurait peut-être dû la mettre, mais vous irez la lire, c'est la décision de Waste Management qui a été rendue en Cour supérieure l'année dernière à Drummondville. Le juge de la Cour supérieure dit là-dedans, si vous aviez poursuivi la ville il y a quelques années, vous avez raison là, que c'était pas en concordance avec le schéma. Vous n'avez rien fait. Et depuis, ils l'ont modifié le schéma pour avoir ce qu'ils veulent, mais là, c'est trop tard. C'est rendu ça. C'est-à-dire qu'il y a des limites à attendre là-dedans, qu'ils se conforment par eux-mêmes. Puis ici, les gens dans le dossier de la ville de Mont-Saint-Hilaire ont pris les grands moyens et ça a fonctionné. Puis c'est pour ça, puis une note supplémentaire par rapport à cette affaire-là, il y avait aussi des conclusions où on demandait des dommages-intérêts parce que, inévitablement, on attend des années après un zonage parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que, mettons que le PMAD permet 24 logements à l'hectare, je pense qu'il était la norme de densité dans cette affaire-là, tant que le zonage ne permet pas 24 logements à l'hectare avec des règles plus précises. Puis ça, c'est un minimum dans les PMAD. C'est un minimum. C'est un minimum. Donc, tant que le zonage ne le permettait pas, il n'y avait aucun permis de construction qui pouvait être émis. Donc, selon la logique, selon la loi, ça aurait dû être fait il y a 5 ou 6 ans. Donc, il y a 6 ans de coûts de construction qui ont augmenté, il y a 6 ans de perte d'opportunités, des retards de toutes sortes, des taxes municipales payées injustement. Donc, tout ça, dans cette affaire-là, il va y avoir un deuxième procès pour ces dommages-là. Donc, c'est important que même quand on conteste une réglementation ou une décision municipale, on ajoute des conclusions en dommages. Pour si on réussit à passer le test de la mauvaise foi et tout ça, on va pouvoir se faire indemniser par la ville. Avant qu'on enchaîne et qu'on vous permette de poser des questions, on a quand même une dizaine de minutes avant la prochaine conférence. Moi, je vais vous en poser une parce que c'est en filigrane de ce qu'on a vu et je veux une clarification sur les remèdes. Est-ce qu'on a chevauché des cas où on annule des dispositions, des recours en annulation, avec des recours où on vient être indemnisé, disons en expropriation déguisée, qui est une forme particulière d'indemnisation. Et on a parlé aussi de recours en dommages, responsabilité civile. Alors,
qu'est-ce qu'on peut dégager, grosso modo, en 2 minutes, 3 minutes, de ces différents types de recours? Je sais que ça peut être 1 heure de temps, là, mais en 2 minutes. On va relever le défi. C'est ça. Comment on peut clarifier les différents types de recours? Comment les prioriser? Est-ce qu'il y a parce qu'on a un débat là-dessus sur la priorisation des recours. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Bien, c'est pas simple, puis ça fait partie des considérations stratégiques du début. Quand il y a un enjeu avec une municipalité, il faut déterminer depuis le début quel dossier, quel recours va être prioritaire entre un recours en contrôle judiciaire qui vise soit à annuler un règlement ou forcer une ville à bouger, ou un recours en dommages. D'abord, première considération, c'est pas tout le temps que le recours en contrôle judiciaire va être disponible. Cour d'appel, dans l'arrêt du PRA, nous dit qu'un règlement légal peut être confiscatoire et mener une indemnité pour expropriation déguisée. Donc dans légal, voulant dire, je ne peux pas contrôler, je ne peux pas demander l'annulation du règlement. Il est tout à fait légal. Exact. Ce n'est que son effet qui est préjudiciable et qui mérite une indemnité. Donc ça, c'est un cas particulier parce que si dans ce cas-là, vous êtes pourvu en contrôle judiciaire, mais vous avez perdu votre temps. Après des années, on va vous dire, ben c'est dommage, vous auriez dû y aller en dommage. Alors là, des fois, on va prendre les 2 recours en parallèle, on va les joindre pour être sûr de ne pas l'échapper. Ça, c'est la première considération. La seconde considération, elle est très pratique. C'est, avez-vous encore envie de travailler avec eux? Parce qu'une municipalité qui ne veut pas travailler avec un promoteur, si vous allez en cour supérieure, vous allez les faire renverser, vous allez les humilier là, peut-être que ça va mal se passer pour le reste du projet. Ça va peut-être mal se passer pour les prochains projets par la suite. Alors, à 2 recours équivalents, parfois certains vont choisir d'y aller en recours en dommage. Mais aussi parce que le recours en dommage peut aussi faire réfléchir de bonne façon. Oui. La municipalité qui va décider plutôt de faire le développement, parce qu'on le voit sincèrement, si je vais devant les tribunaux pendant 3-4 ans pour faire annuler, la pression de faire annuler un règlement, c'est une chose. La pression de payer 50 millions de dollars, c'est une autre. Et surtout si le recours est sérieux puis que les considérations sont franches et nettes, ce qui va arriver, puis on le voit là, sans parler des secrets de nos dossiers, mais la Ville finit par plutôt essayer de travailler sur un développement qui va faire un bon exercice de négociation. Puis il n'y a pas un promoteur, vous savez, pour ceux qui travaillent ou qui sont des promoteurs, il n'y a pas un promoteur qui ne va pas s'asseoir rapidement si c'est une négociation sérieuse. Troisième point qui est important, c'est la norme de preuve. Et ça peut tout faire. En matière de contrôle judiciaire, la seule chose que vous avez à démontrer, c'est que l'acte est illégal au sens d'une norme de raisonnabilité. Par contre, si vous poursuivez une municipalité en dommages et ce que vous alléguez qui est illégal est un règlement du Conseil, bien là, il y a une immunité relative de la Ville qui a le droit de se tromper, qui a le droit d'essayer des choses. Une ville, là, il y a des places, c'est quasiment du bénévolat sur le Conseil. Là, donc, ils peuvent essayer quelque chose de bonne foi, c'est illégal. Pour être capable d'obtenir des dommages, il faut démontrer qu'il y a une faute caractérisée, une faute lourde de la mauvaise foi. Parfois, c'est possible, mais parfois, on a juste affaire à des gens qui ne sont pas encadrés. Donc, dans un cas comme celui-là, ça va être très difficile d'aller chercher des dommages, puis il va falloir faire un détour par l'annulation avant, leur faire comprendre que le projet devra se réaliser, et si par la suite, il y a encore une résistance de la part de la municipalité, bien là, le cas se rebâtit. Donc, il n'y a pas un cas qui est similaire. En faisant attention, là, tu parles bien du recours pour responsabilité civile. Pour responsabilité civile. C'est la faute lourde ou grossière ou pour renverser l'unité relative. En matière d'expropriation déguisée, ce n'est plus le cas. Le PRA est très clair. Il n'y a pas le mot mauvaise foi une fois dans du PRA. On ne fait que confirmer que l'effet était confiscatoire. C'est quasiment un test, je dirais, objectif sur la confiscation. J'ajouterais une couche de complexité. Il y a des dossiers où la décision municipale qui est attaquée n'est pas une décision discrétionnaire. Je pense notamment à l'affaire Raymond à Hochelaga où la Ville était obligée de donner le permis. Ça a pris des années avant que le promoteur puisse obtenir son permis suite à un débat devant la Cour d'appel. Et le lendemain du jugement de la Cour d'appel, il a déposé une poursuite de plusieurs centaines de millions de dollars en disant « J'avais le droit à mon permis il y a 4 ans. Il n'y avait aucune discrétion municipale. Tu m'as fait perdre 4 ans de profit. Donc, c'est toi qui vas payer pour mes profits. » Je vous dirais que la Ville est très inconfortable avec cette poursuite-là parce que je suis persuadé que ça va finir, ils vont devoir payer d'une façon ou d'une autre parce que c'était complètement illégal ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas d'immunité quand c'est la décision du fonctionnaire. C'est ça. Il n'y en a pas. Donc, il faut distinguer entre une décision du Conseil qui est discrétionnaire et une décision d'un fonctionnaire qui doit appliquer les règlements de façon uniforme à l'égard de tous. Puis la dernière chose que j'ajouterais, si on décide de poursuivre en contrôle judiciaire, parfois, c'est pas la dernière étape du processus. Donc, il peut y avoir plusieurs couches discrétionnaires dans l'approbation d'un projet. Donc, si vous êtes à l'étape du PIA, par exemple, puis vous gagnez, vous faites dire que la décision sur les PIA est déraisonnable, vous n'êtes pas nécessairement au bout de vos peines, puis vous pouvez être certain que vous n'avez pas nécessairement la collaboration de la Ville
pour la suite des choses. Donc, parfois, ça vaut la peine d'aller directement en dommages. Ouais. Puis maintenant, puis là, il y avait vraiment ça aussi. On disait qu'il fallait prioriser l'annulation avant le recours en dommages. Si vous avez lu l'arrêt Lorraine, c'est exactement ça. Puis on avait dit, le propriétaire ne peut pas demander le contrôle parce que le délai est expiré. Puis le délai raisonnable, on dit même 30 jours. Ça, c'est un peu radical, mais on prend pas de chance qu'on fait un pourvoi judiciaire ou un contrôle. On va le déposer dans les 30 jours si on peut. Dans Lorraine, c'était des années, mais et là, on disait, donc, il faut absolument faire un recours en annulation. Si on n'est pas capable de faire un recours en annulation, il faut aller en dommage. Je pense qu'avec Duprat, pour nous, c'est clair que c'est au choix de celui qui subit, comme un peu au choix du créancier en droit civil. Donc, c'est son remède, c'est son choix. Ça fait du sens pour nous et je pense que c'est clair depuis Duprat que c'est un choix. Donc, travailler avec les avocats en amont, parce que si on n'y pense pas, c'est ça qu'on fait avec nos clients, c'est qu'il faut vraiment, qu'est-ce qu'on veut vraiment atteindre comme ça? Développer ou être compensé ou quel genre il y a vraiment une stratégie sur le remède choisi. C'est vraiment l'architecture du dossier. Sinon, si on n'y pense pas, on va trop vite, on peut se ramasser 2 ans, 3 ans, puis nous, on a repris des dossiers où clairement, la stratégie n'a pas été bien regardée, puis on est déjà avancé dans des procédures. Donc, c'est important, dès le départ, de s'asseoir et de regarder la question des remèdes. Je pense qu'on a peut-être 1 ou 2 minutes pour des questions. Ouais, un bon 5 minutes. Un bon 5 minutes. 5 minutes. Ça me prend au moins une question. Brian. Sinon, on ne fait pas la deuxième Brian, conférence. C'est sûr. Brian a une question. Merci. Tantôt, vous parliez de toute la question sécurité incendie. On voit souvent, en tout cas de plus en plus, on voit des villes, le zonage est en place, la densité est en place, tout est correct. Et là, on vient pour déposer un projet. On se fait dire trop dense par rapport à la capacité des infrastructures, lesquelles desservent un plus grand secteur. Le tuyau, avec sa capacité en front du terrain, a toute la capacité de répondre au développement. Mais là, on fait allusion à faire référence à un plus grand secteur, lequel dessert cette conduite-là. Comment vous voyez cela avec l'arrêt que vous avez cité tantôt? Bien, je pense qu'ils ont peur. Ils ont peur avec raison de donner trop de capacité là qu'il n'y en ait pas ailleurs. Maintenant, je ne pense pas que c'est tout à fait comparable. Une municipalité n'a pas l'obligation de donner des services, puis c'est pas parce qu'il y a un méga pipeline qui passe devant chez vous que vous avez le droit de tout le prendre pour vous. Maintenant, il y a quand même quelque chose qui doit être trouvé au juste milieu. On ne devrait pas utiliser la fourniture en service pour être un zonage parallèle. Mais ça va être très difficile à démontrer. Mais en effet, on a vu, nous également, des dossiers cette année où le projet est recevable et dans les considérations qu'on nous donne pour refuser d'amener les services au terrain, il y a la question du service incendie qui est là. Donc, est-ce que c'est une réponse à ces jugements-là? Peut-être, mais on va devoir analyser ça de plus près. Puis Guillaume, c'est sous-entendu, Brian, dans ta question, qu'on a démontré qu'il y a une absence de capacité, mais des fois, ça peut être dit assez rapidement et peu prouvé, parce que quand on prend un ingénieur d'infrastructure et on fait des calculs de capacité, on le fait dans les dossiers. Des fois, on débat sérieusement d'une absence de capacité, parce que ça devient, on abrite une décision, on n'a pas de capacité, mais finalement, on en a une, mais on voulait pas vraiment... Il faut vraiment regarder de près la question. Moi, j'aurais tendance à penser qu'il y a peut-être un cas de responsabilité civile, si c'est pas une expropriation déguisée. Puis la série d'arrêts ou de décisions qu'on a depuis 2 ou 3 ans, si on les met ensemble, puis on peut... c'est des dossiers à regarder de près. Mais c'est vrai que s'il y a légitimement une absence de capacité, mais pourquoi avoir fait la réglementation si on n'est pas capable de le desservir? Donc, on est vraiment à la jonction ici des dossiers, je dirais, les plus complexes et difficiles à faire. Ça ne veut pas dire qu'on peut simplement s'asseoir puis attendre. Idéalement, faut pas attendre 5 ans, 10 ans pour dire « Ah, mais là, ça fait 5-10 ans qu'on me dit ça, puis j'ai attendu patiemment. » Il faut être proactif dans ces circonstances-là. Si on était à développer le terrain, il faut prendre une stratégie avec les avocats s'il le faut, mais rapidement. Mais de là, ça va peut-être venir également avec une facture plus salée pour les promoteurs. Comme vous savez, ils ont modifié la loi sur l'aménagement et l'urbanisme à quelques reprises dans les dernières années pour que les ententes pour les travaux municipaux puissent inclure toutes sortes de choses, même du matériel roulant, là. Donc, je pense que les municipalités auront besoin d'un peu de temps avant d'intégrer tout cela et d'arriver puis dire aux promoteurs, bon, bien, écoutez, la conduite, elle est là, pour vous y connecter, ça va demander telle amélioration de capacité en amont, bien au-delà, êtes-vous encore intéressé? Donc, ils ont certainement beaucoup plus d'habilitation législative pour le faire, mais ça n'a pas été encore intégré de ce qu'on a vu dans les règlements locaux. On avait une question ici. Oui. Merci, madame.
C'est le cas d'une municipalité qui il y avait un hôtel dans la municipalité. Alors, l'hôtel a passé au feu comme tel. Et finalement, la municipalité, par la suite, a adopté un règlement disant que sur notre territoire, il n'y aurait plus de permis pour ériger un hôtel. Quand je regarde ce que vous nous avez brillamment exposé, est-ce que c'est pas un genre d'expropriation déguisée de l'usage de... Là, vous faites référence à Laurentide Motel, c'est ça? Non. Non? Non? C'est plus en Gaspésie. OK. C'est parce que c'est drôle parce qu'il y a eu une cause de la Cour suprême qui s'appelait Laurentide Motel, qui était précisément une situation comme ça. Puis c'est une vieille décision là, des années 80 peut-être. La Cour avait dit que la Ville a toute la discrétion en matière politique pour donner des services à sa population. Donc, le Conseil peut prendre la décision politique de ne pas avoir de service de police, de service d'incendie. Ça se fait pas. Il n'y a pas une municipalité qui n'a pas de service de police, mais c'est souvent confié à la Sûreté du Québec. Mais en théorie, la Ville pourrait ne pas avoir de service d'incendie. Puis ça ne serait pas de l'expropriation. Du moins, ça n'a jamais été plaidé comme tel. Je ne pourrais pas vous donner un exemple où ça a été plaidé avec succès. Merci. Ouais, puis la question de construire, si on a une démolition ou un incident, il y a la question des droits acquis. Là, il y a les règlements qui vont venir dire qu'il n'y a pas de droits acquis dans un cas d'incendie ou d'une démolition complète du bâtiment. Tombe dans des enjeux qui peuvent être proprement, puis je pense qu'il y a des décisions, des arrêts récents de la Cour d'appel là-dessus. Un peu difficile pour les contribuables dans certaines circonstances. Mais il faut faire attention là, en termes de ville, c'est-à-dire que les tribunaux ne seront pas insensibles aux moyens des toutes petites municipalités, dans des endroits de villégiature ou autrement, qu'on leur demande d'accueillir un projet immense. Parce que avant les dernières modifications à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, sur le partage des coûts, c'est vrai que ça pouvait être un coût quand même assez élevé à assumer pour une population locale qui est plus ou moins fortunée. Là. Donc, ça dépend des cas, puis c'est pas tous les cas qui vont rester dans un recours aussi évident que ça.